Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette première vidéo de la semaine spéciale création monétaire. Cette semaine, nous allons parler de sujets autour de cette création monétaire, fonctionnement de l'euro, fonctionnement du dollar, déficit public, dette publique, etc., etc. Alors c'est un sujet qui m'énerve en fait. Ça m'énerve ce sujet parce que il y a une quantité de manipulation qui est absolument ahurissante. C'est ahurissant à quel point on manipule les gens avec la dette publique, on fait des chantages à la dette publique en disant « Oh, la France, elle vit au-dessus de ses moyens, etc., etc. » On dit que le déficit public est terrible, que l'État gère mal son argent, etc. Sans jamais comprendre ce qu'est réellement le déficit public. Parce que si les gens comprenaient réellement ce qu'est le déficit public, la vraie nature du déficit public, alors je vous assure, il y aurait beaucoup moins de libéraux là-dehors. Donc bon, dans cette première vidéo, nous allons parler de l'histoire de la monnaie. Parce que ça commence par là. La manipulation commence par une fausse histoire de la monnaie, de comment est émergée la monnaie, de comment fonctionne réellement l'économie, si vous voulez. Donc, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons rappeler l'histoire fausse de la monnaie, le mensonge qu'on nous a tous raconté, qu'on a tous dans la tête, parce que c'est le mensonge qui est partout et qui n'est jamais remis en question d'ailleurs. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler de la vraie histoire de la monnaie. Je vais vous raconter la vraie histoire de la monnaie qui n'est pas très connue malheureusement. C'est pas très connu ce que je vais vous dire et ça va à rebours de tout ce conditionnement qu'on nous a mis dans la tête en fait. Ça va complètement à rebours de tout ça. Donc ça c'est la deuxième partie, la vraie histoire de la monnaie. Et dans la troisième partie, nous allons parler de l'époque contemporaine. Qu'en est-il aujourd'hui de la création monétaire? Bien. Alors commençons par l'histoire fausse de la monnaie. Eh bien cette histoire fausse, ce mensonge, il se divise en 3 parties, en 3 étapes en fait. Selon cette histoire fausse, l'histoire commence par le troc. Voilà, les sociétés humaines commencent par faire du troc. Mais comme c'était un système inefficace, eh bien les sociétés humaines ont commencé à faire du troc avec des choses comme le blé, par exemple, avec des objets comme le blé, comme le maïs, etc. Pourquoi ? Parce que le blé ou le maïs sont des objets que tout le monde veut, que tout le monde a besoin de blé, du moins à cette époque-là. Donc, ça facilite le troc, évidemment. Parce que le problème majeur du troc, c'est que l'autre partie ne veut pas forcément de ton objet. Il faut trouver un objet que l'autre partie veuille obtenir et l'autre partie doit bien vouloir se débarrasser de son objet. Donc, le blé, ça servait, en théorie, à combler cette défaillance du troc. Ensuite, on a commencé à utiliser l'or et l'argent et finalement, on a eu l'idée de frapper de la monnaie. Voilà. Tout d'un coup, on passe à la monnaie frappée. Voilà, on utilise la monnaie. Puis, troisième étape, donc la deuxième étape c'était la monnaie. La troisième étape, c'est le crédit. Voilà. Dans l'époque moderne, grâce à l'intelligence et au génie de nos banquiers, on a inventé le crédit. Le crédit serait la technique la plus moderne et la plus efficace pour réaliser des transactions. Donc voilà, cette histoire fausse qu'on a tous dans la tête, c'est l'histoire qui commence par le troc, ensuite on passe à la monnaie et on finit par le crédit. Voilà. Une histoire linéaire de progrès comme on les aime. Mais elle est fausse. Elle est fausse. En fait, cette histoire, elle est basée sur des spéculations d'Adam Smith dans la richesse des nations. Adam Smith fait des spéculations à propos d'une société fictive. Le problème, c'est que c'est une vision très théorique et qui ne s'appuie pas du tout sur des recherches scientifiques, sur des recherches historiques, sur des recherches anthropologiques, etc., etc. Donc voilà pour l'histoire fausse de la monnaie. Parlons maintenant de la vraie histoire de la monnaie.
la véritable histoire de la monnaie est si différente, si fondamentalement différente à l'histoire fausse, au mensonge, que notre histoire, notre véritable histoire, ne commence pas par le troc. Pas du tout. En réalité, l'histoire commence par le crédit. Et oui, le crédit n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas la technique la plus moderne et la plus efficace, non. Le crédit, c'est la technique la plus primitive, la plus primordiale. On commence par le crédit, ensuite les sociétés humaines trouvent la monnaie, et c'est tout. Et c'est tout. Qu'en est-il du troc alors ? Alors le troc n'a jamais été le système principal pour s'échanger des biens et des services. Ça n'a jamais été le système principal. Ça serait complètement débile. Et pour comprendre pourquoi c'est complètement débile de penser ça, il faut s'imaginer un cas concret. Et oui, parce que lorsqu'on cherche la vérité, il ne faut pas aller dans les spéculations, dans la théorie, dans la masturbation intellectuelle, non. Il faut chercher la réalité. Il faut aller voir la réalité, ce que c'est. Alors, on se présente un cas très concret. Imaginez que vous trouvez votre frère dans la rue et votre frère vous demande « Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à manger parce que j'ai faim ?» Et il se trouve que toi, tu as une pomme dans ta poche. Selon les libéraux, selon la théorie libérale, ce qui va se passer, c'est que vous allez engager un troc. Donc, si votre frère veut obtenir votre pomme, il va falloir qu'il donne quelque chose en échange. Le problème, c'est que votre frère n'a rien à vous échanger, il n'a rien à vous donner, donc vous ne pouvez pas faire de troc, malheureusement. Ah, c'est... pas de bol. Alors, intuitivement, vous comprenez que ça n'a aucun sens. Si votre frère ou si un membre de votre famille a faim et vous le trouvez dans la rue, et voilà, vous allez lui donner la pomme, vous allez lui donner ce que vous avez à manger. C'est plutôt intuitif, c'est plutôt naturel. Vous n'allez pas vous engager dans un troc et lui dire « oui, il faut que tu me donnes quelque chose en échange, sinon on ne peut pas... » Non, ça ne se passe pas comme ça. Et alors vous allez me dire « oui, c'est vrai, mais c'est l'exception parce que c'est la famille. » Forcément, la famille, on ne va pas engager dans un troc. Mais s'il s'agit d'un inconnu, s'il s'agit d'une personne qu'on ne connaît pas, on ne va pas tout simplement lui donner la pomme. Enfin, peut-être. Même parfois, on donne de l'argent au SDF, ça arrive. Mais voilà, en norme générale, on ne va pas juste donner quelque chose à un inconnu. Alors, c'est vrai. Le problème, c'est que lorsqu'on étudie les sociétés humaines primitives, on trouve que les premières sociétés étaient des tribus. Donc, il y avait un maximum de 150 personnes environ. Et à l'ère néolithique, à partir de l'ère néolithique, commencent à émerger des villages qui font plusieurs centaines de personnes. Dans ces tribus et dans ces villages, tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait et tout le monde était lié. D'ailleurs, tout le monde était lié par des liens familiaux parce que le cousin de la sœur de tel était marié à tel, etc. Tout le monde était connecté. Par voie de conséquence, lorsque quelqu'un avait besoin de quelque chose, lorsque une personne avait besoin de chaussures, eh bien, cette personne demandait à une autre « est-ce que je peux avoir des chaussures ?» Voilà. Et l'autre personne, généralement, lui donnait simplement les chaussures. C'est très simple, très... voilà. Et vous allez me dire, mais ça va complètement à rebours de tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire que on nous a appris que la vie entière est un échange, que tout est un échange en fait, qu'il faut toujours donner pour recevoir, qu'il faut toujours recevoir pour donner, que tout le monde agit par intérêt. Ça c'est la théorie libérale, tout le monde agit par intérêt, on est tous des agents économiques et techniques et on veut tous du pognon et ça c'est la seule chose qui nous intéresse et je caricature à peine, franchement je caricature à peine parce que c'est vraiment ça la théorie libérale. Mais dans la réalité ça n'a aucun sens, c'est ce qu'on appelle souvent le communisme primitif. Bon, c'est un peu provocateur parce que c'est anachronique évidemment, mais ça nous permet de comprendre comment fonctionnent ces sociétés. C'était du communisme primitif. Voilà, quelqu'un avait besoin de quelque chose, on lui donnait.
C'est pas très compliqué. Mais on peut interpréter ça comme étant du crédit. On peut interpréter ça comme étant du crédit. Pourquoi ? Parce que lorsque je donne la pomme à mon frère, eh bien, je sais que lorsque moi, en revanche, j'aurai besoin de quelque chose, mon frère va me donner ce dont j'ai besoin. Parce que moi, je l'ai aidé par le passé. Vous voyez, c'est un échange, c'est une sorte d'échange. Je te fais une faveur, et puis tu me dois une faveur, et quand j'en aurai besoin, voilà, vous comprenez. Mais ça, c'est du crédit. C'est du crédit parce que c'est un paiement différé. Le crédit, je le rappelle, c'est une technique qui permet de différer le paiement. Rien d'autre. Donc, quand je donne une pomme à mon frère, et mon frère ne me donne rien sur le coup, le paiement, son paiement, est différé. Il me doit une faveur, donc il va me la payer dans le futur. Vous comprenez ? Donc, c'est en quelque sorte un crédit. Évidemment, le mot est anachronique parce que voilà, les sociétés primitives ne pensaient pas les choses en termes de crédit, mais dans les termes d'aujourd'hui, c'était du crédit. Voilà, on faisait du crédit. C'est la technique la plus primitive de toutes. Notre histoire commence donc par le crédit, et ensuite, on passe à la monnaie. Alors, comment on passe à la monnaie ? Pourquoi on passe à la monnaie ? Eh bien, ça s'explique parce que les sociétés ont commencé à grandir. Elles ont commencé à grandir en nombre, en taille. Elles ont commencé à devenir trop grandes. Et quand les sociétés sont trop grandes, quand on commence à fonder des villes, eh bien, on ne peut pas faire du crédit, on ne peut pas réutiliser le système du communisme primitif. Ça ne marche pas. Il y a trop de gens. Donc, on ne se connaît pas tous. On n'est pas tous liés. Et on commence à voir des vrais inconnus, des gens qu'on ne connaît pas du tout, on ne connaît pas ses intentions, on ne connaît pas ses origines. Voilà. Face à cette évolution, il a fallu trouver quelque chose à laquelle tout le monde pourrait faire confiance. C'était la seule façon de solidifier une ville, un village, trop grand, trop large. Il fallait trouver quelque chose sur lequel tout le monde se mette d'accord. C'est pas, et tout le monde puisse faire confiance. Cette chose, je pense que vous le voyez venir, c'est très simple, c'est l'État. L'objectif était que tout le monde fasse confiance à la monnaie, pour que les gens puissent s'échanger des biens et des services contre de la monnaie, sans qu'il y ait des méfiances, sans qu'il y ait des mercenaires prêts à tuer quelqu'un s'il ne paye pas. Voilà, c'était que les gens fassent confiance à la monnaie. Alors il y a 3 théories qui essayent d'expliquer pourquoi les gens ont confiance à la monnaie. La théorie dominante aujourd'hui, c'est la théorie de la monnaie fiduciaire. C'est la théorie selon laquelle les gens font confiance à la monnaie parce que les gens font confiance à la monnaie. C'est un raisonnement circulaire. Les gens font confiance parce qu'il y a d'autres gens qui font confiance et c'est comme ça. C'est une théorie qui a des fortes limites parce qu'évidemment, ça a dû commencer quelque part. C'est pas par hasard que les gens ont fait confiance à la monnaie et que... Non, il y a eu un début. Il y a eu quelque chose, un élément déclencheur, un début de l'histoire. Évidemment, on ne peut pas, si moi je sors une monnaie, voilà, je dis, cette pierre que j'ai entre les mains, ce caillou, c'est de la monnaie. Personne ne va faire confiance à cette monnaie, je veux dire. Tout le monde va s'en foutre. Donc, comment est-ce que ça commence ? Comment est-ce que les gens font confiance à une nouvelle monnaie ? Arrive maintenant la théorie métalliste. La théorie métalliste dit « La valeur de la monnaie réside dans l'or et l'argent ». Voilà. Donc, la quantité de monnaie dans le monde est forcément limitée à la quantité d'argent et d'or qu'il y a dans le monde. Intuitivement, c'est déjà stupide, c'est-à-dire que la quantité des richesses qu'il y a dans le monde ne se limite pas à la quantité d'or et d'argent. Je veux dire, ça n'a rien à voir. La quantité de richesse et la quantité d'or, ce sont 2 choses totalement qui n'ont rien à voir. Intuitivement, déjà, c'est stupide. Mais c'est une théorie qui a prédominé pendant très longtemps.
Ce n'est qu'en 1971 que Nixon, le président Nixon, a décorrélé le dollar de l'or. Il a supprimé l'étalon or. Et aujourd'hui, on n'a plus cet étalon or. Voilà, ça c'est la théorie métalliste, qui est stupide. Et voilà, les études historiques, anthropologiques ont montré que ça n'avait pas beaucoup de sens parce que les monnaies, bon, il y a beaucoup de raisons, mais l'une des raisons, c'est que les monnaies, les pièces, se frottaient et ça se dégradait, ça perdait de l'or. Donc, en théorie, la monnaie perdait de la valeur. Sauf que officiellement, la même monnaie, même si elle s'était frottée, elle avait perdu, elle s'était dégradée, elle était toujours de la même valeur. Ce qui n'avait pas de sens. Je veux dire, si ta monnaie se dégrade et elle perd de l'or, elle doit forcément descendre de la valeur selon la théorie métalliste. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il y avait l'étalon or, lorsque le dollar était corrélé à l'or, eh bien, l'or en question était stocké dans le fornox. On le stockait dans le fornox. On ne faisait pas des pièces d'or, on utilisait des billets, le dollar. Pourquoi ? Parce que pour éviter ce frottement. Voilà. Ça, c'est la théorie métalliste. La troisième théorie, qui est la théorie vraie, je ne vais pas m'en cacher, c'est la vérité, c'est la théorie chartaliste. C'est la théorie moins connue. Et selon cette théorie, la monnaie a de la valeur parce que les gens font confiance à l'État. C'est l'État qui crée la monnaie. Et la monnaie a de la valeur parce que c'est l'État qui la crée. Parce que c'est l'État qui la crée et parce que c'est l'État qui l'exige. Et oui, l'État demande des taxes, des impôts. Et comme tout le monde a besoin de l'argent, tout le monde a besoin de la monnaie parce que tout le monde a besoin de payer des taxes. Résultat, tout le monde fait confiance à la monnaie. Parce que tout le monde fait confiance à l'État. Voilà pourquoi la monnaie a de la valeur. Parce que l'État a de la valeur. Et ça a beaucoup plus de sens, ça a vraiment beaucoup plus de sens que de dire que la monnaie a de la valeur, les gens font confiance parce que c'est de l'or, ou que les gens font confiance à la monnaie parce que les gens font confiance à la monnaie, raisonnement circulaire un peu, ok. Ça a beaucoup plus de sens de dire que c'est l'État, parce que l'État, c'est un ensemble de choses, c'est la légitimité spirituelle du chef, aujourd'hui la légitimité démocratique, c'est tout un tas d'institutions, c'est tout un tas d'organisations, ce sont les membres de la famille qui travaillent dans l'État, ce sont les connexions qu'on a dans l'État. L'État, c'est beaucoup de choses, c'est toute une organisation sociale en fait. Et ça a beaucoup plus de sens de reposer la quantité d'argent sur cette organisation complexe, humaine, que de la faire reposer sur du vent, comme le prétendent aujourd'hui les libéraux avec cette théorie de la monnaie fiduciaire, ou de la faire reposer sur un métal. Voilà pour l'histoire de la monnaie. Ça commence par le crédit, ensuite on passe à la monnaie, et la monnaie est la technique la plus efficace, en réalité. C'est la façon la plus efficace de s'échanger des biens et des services. Problème, c'est que, si on admet que c'est l'État qui crée de la monnaie et que la monnaie a de la valeur et les gens font confiance à la monnaie parce que c'est l'État qui la crée, eh bien on admet que, par conséquence, on admet que l'État a un pouvoir absolu sur la monnaie. Et ça implique aussi que les taxes et les impôts sont nécessaires et indispensables. Et ça a des implications très dures, cette théorie du chartalisme. Parce qu'admettre que les impôts sont nécessaires, ils sont nécessaires pas pour donner aux pauvres. Ils sont techniquement nécessaires pour assurer la valeur de la monnaie et la confiance à la monnaie. Donc voilà pour la véritable histoire de la monnaie. Ça commence par le crédit, ensuite ça évolue vers la monnaie. C'est pas évident. Alors troisième partie, l'histoire contemporaine de la monnaie. Enfin, pas l'histoire contemporaine, mais la situation contemporaine plutôt. Quelle est notre situation actuellement ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, Nixon a supprimé l'étalon or, c'est-à-dire que l'or n'est plus corrélé à la monnaie n'est plus corrélée à l'or. Donc, ça veut dire concrètement que les États-Unis peuvent imprimer autant de billets qu'ils veulent. L'or n'est plus une limite. Conséquence, l'endettement brutal des États-Unis actuellement.
qui est un endettement très 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 élevé. Mais la dette publique n'existe pas, comme vous allez le découvrir dans une prochaine vidéo, donc ce n'est pas très grave pour les États-Unis. En situation contemporaine, c'est qu'on a des États-Unis qui ont assumé en fait. Ils ne le disent pas, ils ne l'admettent pas, c'est évidemment le citoyen américain est trop stupide pour comprendre ça. Mais je pense que l'État profond américain et ceux qui sont en commande ont compris, même s'ils ne l'avouent pas, ils ont compris comment fonctionnait profondément le système en fait. Ils ont compris que l'argent c'était pas un truc corrélé à l'or, c'était pas un truc que les gens font confiance parce que c'est comme ça, c'est du vent, non. Ils ont compris que ça repose sur l'État en fait. Ils ont compris que tout dépend de l'État. Ils assument que c'est l'État qui a le contrôle sur la monnaie. Ils assument que c'est l'État qui a un contrôle absolu sur la monnaie. Conséquence, le dollar aujourd'hui, la valeur du dollar aujourd'hui repose sur les États-Unis. Voilà, sur les États-Unis. C'est-à-dire les gens font confiance au dollar parce que les gens font confiance aux États-Unis. Tout simplement. Si cet État venait à s'effondrer, le dollar s'effondrerait également. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'effondrement du dollar, de la fin du dollar, blablabla, non les gars, le dollar ne va pas disparaître tant que les États-Unis ne disparaissent pas. Sauf si les États-Unis choisissent de faire disparaître le dollar. Mais alors là, ça sera un choix de l'État. L'État dira, voilà, le dollar, on s'en passe. Mais pourquoi il ferait ça? Aucun sens. Donc le dollar ne va pas disparaître. L'euro, par contre, lui, il peut disparaître. Mais le dollar, je ne pense pas, honnêtement. Non, parce que ça repose sur les États-Unis. Si ça reposait sur un paramètre arbitraire et stupide comme l'or, ça le pourrait. Mais si ça repose sur l'État, ça ne peut pas. Ça ne peut pas faire faillite. Un État, dans l'histoire de l'humanité, un État n'a jamais fait faillite en sa propre monnaie involontairement. C'est-à-dire un État peut choisir de faire faillite, il choisit de ne pas payer ses dettes, comme la Russie par exemple, de annihiler ses dettes, mais c'est un choix. C'est un choix. Si un État a besoin de plus de monnaie, il suffit d'imprimer plus de monnaie. C'est comme ça. Un État ne peut pas faire faillite en sa propre monnaie, c'est totalement contradictoire. Enfin bref. Ça c'est la situation du dollar, pour que vous compreniez que la valeur du dollar repose réellement sur l'État américain. À quel point on est dépendant de ces gens-là. La deuxième chose que je veux que vous compreniez, c'est l'euro. Alors l'euro, c'est bizarre parce que c'est émis par une institution, la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas une institution étatique, c'est pas un État. Donc ça n'a pas la souveraineté, mais ça émet quand même de la monnaie. Donc ça a des résultats plutôt chelous en fait, plutôt bizarres, surtout concernant la dette publique des États. On parle beaucoup des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique, c'est un thème de discussion, mais les gens ne disent pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des taux d'intérêt négatifs? Eh bien, d'abord, pour comprendre cela, il faut comprendre où repose la valeur de l'euro. Parce que la Banque Centrale Européenne n'est pas un État, elle n'est pas appuyée par un État, elle est appuyée par une organisation internationale qui s'appelle l'Union Européenne. Donc la valeur de l'euro repose en fait... J'ai envie de rigoler. La valeur de l'euro repose... La confiance en l'euro, en fait, repose sur la confiance en l'Union Européenne. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, la confiance que les riches ont envers l'euro dépend de la confiance que les riches ont envers l'Union Européenne. Si les riches ont beaucoup de confiance en l'Union Européenne, eh bien, ils auront forcément plus de confiance dans l'euro. Le problème, c'est que les riches, ceux qui ont beaucoup d'argent, ne font pas très confiance à l'Union Européenne. Et l'une des preuves de cela, c'est les taux d'intérêt négatifs sur la dette publique des États. Ça veut dire que des riches sont en train d'investir dans l'État. Ils sont en train de mettre son argent dans l'État. Et
ils sont tellement désespérés pour mettre son argent dans l'État qu'ils sont prêts à perdre un peu de son argent. Voilà, ils veulent à tout prix, mais vraiment à tout prix, mettre son pognon dans l'État. Dans des États comme la France, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Ils sont tellement désespérés qu'il y a des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent pour investir dans l'État. On voit le libre marché, à quel point c'est magnifique, hein, à quel point les riches finissent par investir massivement dans l'État. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que les gens ne font pas confiance à l'Union européenne. Tout simplement, ils ne font pas confiance, ils pensent que ça va se casser la gueule. Et voilà, le Brexit n'a pas amélioré les choses. Et voilà, ils ne font pas confiance en l'Union, ils ont raison d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent son argent là où ils font confiance. Et les riches font confiance à la France, ils font confiance à l'Italie, ils font confiance à l'Allemagne, bon l'Italie pas trop, mais l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc., etc. Et comme ils font confiance à ces États-là, comme ils savent que si l'Union européenne se casse la gueule, ce qui est probable, eh bien ces États resteront là, seront toujours là, la France sera toujours là, l'Allemagne sera toujours là, etc. Eh bien se disent, je vais mettre mon pognon en France, comme ça, quand l'Union européenne se cassera la gueule, mon argent sera en France. Finalement, c'est l'exemple parfait, c'est la démonstration parfaite de la théorie chartaliste. C'est-à-dire que ça démontre parfaitement à quel point la confiance repose sur l'État, sur les États. Et la Banque Centrale Européenne, ça ne pouvait pas marcher, parce que ce n'est pas un État. L'Union Européenne n'est pas un État. Et les gens ne font pas confiance à des institutions internationales, à des organisations internationales. Les gens font confiance à des États. Parce que c'est l'État qui marche, c'est l'État qui fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo, c'est tout pour cette histoire de la monnaie. Il y a beaucoup de choses, je voulais que cette vidéo soit moins longue, mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de bullshit à nettoyer en fait, parce que c'est vraiment, les mensonges sont partout, les manipulations sont partout. Et déjà, si vous comprenez cette histoire de la monnaie, vous comprenez la réalité fondamentale, technique. Et je m'en réjouis pas, hein, mais c'est la réalité que l'État, on en a besoin. On a besoin de l'État. Pas parce que j'aime l'État et que l'État c'est merveilleux, non, c'est techniquement nécessaire. C'est techniquement nécessaire. C'est même pas un truc idéologique, non. C'est la réalité des choses, c'est la façon dont ça fonctionne en fait. Donc voilà. On se voit sur Intelligence Citoyenne, j'espère. À bientôt.